Situation exceptionnelle donc au lendemain du premier tour des législatives que nous allons analyser à présent avec Alexis Lacroix. Bonjour Alexis. Bonjour Steve. Alexis, je rappelle que on peut nous suivre notamment sur nos chaînes YouTube, X et Facebook. Alexis, vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Emmanuel Macron avait été élu en 2017 sur la promesse du dépassement et la fin du clivage gauche-droite. Hier soir, Alexis, l'un des enseignements les plus marquants du premier tour des législatives a été au contraire l'affirmation d'une extrême polarisation du champ politique. Alors commençons, si vous voulez, par son parti. Justement, c'est intéressant. Ensemble, ça faiblit. Mais attention, je suis nuancé toujours. Il faut être équitable, il faut être juste. Ensemble n'a pas disparu de la scène politique et de l'échiquier territorial. Il y a même des lieux de résistance fortes. On pense à l'Île-de-France, beaucoup de circonscriptions. Dans les Hauts-de-Seine. Voilà, les Hauts-de-Seine, une partie de Paris, mais aussi dans les grandes villes. Ensemble continue à exister. En revanche, on peut dire que Ensemble n'est plus le pivot principal de la vie politique française et que nous avons plutôt deux pivots qui représentent chacun à leur façon une forme de radicalité. C'est justement ces radicalités que nous allons analyser un petit peu en précision. Et nous avons donc un résultat. J'entendais Bernard Guetta hier qui le disait, qui est un représentant d'Ensemble. Vous avez en gros 70% des Français qui sont des électeurs. Ça ne veut pas dire qu'ils adhèrent à tout, bien sûr. Il ne faut pas être là aussi schématique et paranoïaque. Mais 70% des Français qui sont des électeurs de formation très polarisée, tout au moins pour l'instant, sur un plan idéologique. Le Rassemblement national d'un côté et la gauche unie qu'on appelle le nouveau Front populaire. Alors commençons, si vous voulez, justement par cette gauche. J'étudie qui est composé de différentes forces. Mais évidemment, et j'étudie très attentivement les résultats, mais aussi les projections, car ceci est intéressant, et ceci est intéressant aussi en termes de sociologie politique, puisque vous y faisiez référence à l'instant. Ce qui apparaît comme assez vraisemblable, et donc là vous voyez que vous reconnaissez ma touche d'anticonformisme par rapport aux commentaires dominants, c'est qu'en réalité, la France insoumise, qui était la cheville ouvrière, on va dire, depuis 2 ans, de la gauche. Elle était très majoritaire dans le Parlement. Grâce aux excellents résultats obtenus en 2022, à la voilà, présidentielle et aux législatives. On est d'accord. Depuis le 2022, on pouvait avoir le sentiment d'une domination, j'allais dire incontestable et incontestée, de la gauche par le pôle mélenchoniste, avec toute la radicalité insupportable qu'on lui connaît. Alors maintenant, dans les projections de deuxième tour, qu'est-ce qui apparaît ? C'est qu'en réalité, il y aura à peu près 35%, 37% de députés qui seront la France insoumise dans ce bloc. Dans ce bloc qui comptera peut-être 150 députés. Oui, c'est difficile de dire très précisément, mais en termes de rapport de force interne, alors, les projections indiquent cela. Et elles indiquent un parti socialiste qui serait à peu près aux mêmes proportions. Donc, cela veut dire que ce qu'on appelle les réformistes, vous savez, dans le langage de la gauche, vous connaissez comme moi de l'intérieur les traditions de gauche, il y a le réformisme qui s'oppose à la radicalité. Vous pouvez inclure un certain nombre de divers gauches, bien sûr, le parti radical de gauche, certains écologistes, bien évidemment, et même peut-être certains communistes modérés. Ça existe, tous les communistes ne sont pas LFistes en réalité. Cela veut dire donc que le réformisme, on va dire social-démocrate au sens large, si vous voulez, de gauche, mais non radical, n'a manifestement, électoralement, mais donc aussi sociologiquement, pas dit tout à fait son dernier mot. C'est un enseignement important, en fait, de ce scrutin, car on pouvait s'attendre, beaucoup de gens, il suffisait d'allumer BFM TV ou d'allumer CNews, selon vos préférences personnelles. Qu'est-ce que vous entendiez ? Vous entendiez que le nouveau Front populaire, c'était la France insoumise. Eh ben non, caramba, encore raté. Le nouveau Front populaire ne se limite pas à la France insoumise et électoralement, on devrait normalement le vérifier. Même si sur certaines projections, on envisage que LFI domine ce bloc de gauche autour de 60-65, ça dépend. Visiblement, c'est contesté. Voilà, là, je me fais peut-être le porte-voix de projections qui sont plus équilibrées, mais visiblement, c'est contesté. Et en tout cas, ce ne sera absolument pas la domination hégémonique que nous avions connue en 2022, mais plutôt un partage, en fait, des sensibilités. Alors, pourquoi je dis ça ? Parce que, effectivement, il faut là aussi nuancer le diagnostic, qui est le fil rouge de notre chronique aujourd'hui, sur la bipolarisation radicale de la vie politique française. Vous voyez bien que, et je ne suis pas en train de les défendre, mais j'essaye de comprendre avec vous, un certain nombre d'électeurs du nouveau Front populaire ne sont pas des gens qui sont dans une radicalité. Bon, transposons-nous de l'autre côté. Vous avez une partie de la droite,
nous l'avons suffisamment analysé parce que ça, c'était visible. Avant les élections, une partie de la droite, d'ores et déjà, est ciotiste et RN, en fait, de facto, et bardéliste. Et attend, dans son optique, bien sûr, dans l'optique de son désir, j'analyse les motivations des acteurs, attend avec une grande impatience d'entrer au gouvernement. Le gouvernement de Bardella et d'être représenté dans ce gouvernement. Là aussi, nuançons. Il y a une composition sociologique qui est en train de devenir très complexe. Il y a le peuple, anciennement communiste, souvent dans les bastions ouvriers, on avait évoqué ensemble la Lorraine, le Nord, tout ça se vérifie. Il y a d'ailleurs dans la région Nord au sens large, dans la région de Xavier Bertrand, des parlementaires qui sont élus dès le premier tour. Il n'y a pas que Marine Le Pen qui est élue dès le premier tour. C'est le premier parti chez les ouvriers, chez les employés. Évidemment. Mais qu'est-ce que nous avons observé depuis 2 ans ? Nous l'avions dit, nous n'étions pas les seuls. C'est un progressif embourgeoisement de ce vote RN et de tout ce qui gravite autour de lui, car considérons qu'aujourd'hui, une partie de LR est en fait de facto RN. Alors, pour certains, ouvertement, ils ont le mérite de la franchise et de l'honnêteté. On pense à Monsieur Ciotti. Pour d'autres, de manière beaucoup plus fourbe et indirecte. Mais en fait, ils le sont. Bien. Et donc, ces gens-là, vous voyez, c'est un électorat bourgeois. Est-ce que c'est un électorat radicalisé sur tous les plans ? Là aussi, méfiance, vous voyez, il faut se méfier. Ils sont radicalisés peut-être sur le plan identitaire, par exemple, vous voyez, mais sur le plan des représentations sociales et économiques, par exemple, c'est plutôt un électorat qui se rattache au cours le plus intérieur de ce qu'était la droite libérale française d'il y a une dizaine d'années, vous voyez. Donc on ne peut pas... Et moins au social-étatisme poursuivi par Marine Le Pen depuis quelques années. Voilà, alors poursuivi par Marine Le Pen, vous avez raison, il y a la ligne officielle, j'allais dire, du parti, tel qu'il a concouru jusqu'ici dans les différentes élections. C'est une ligne, on va dire, très interventionniste, très néo-étatiste. Vous savez, c'était d'ailleurs à l'époque, elle avait théorisé l'État stratège. Donc c'est un peu la ligne. Mais là aussi, vous voyez, je ne suis pas en train du tout de banaliser leur prise de pouvoir, elle serait un séisme total et comment dire, le basculement dans l'illibéralisme en France. Mais en revanche, effectivement, le substrat sociologique qui soutiendra ce futur possible régime ne sera pas un substrat composé que de gens ultra, que de gens radicaux. Vous voyez ? Donc c'est ça que je voulais vous dire. Il faut nuancer toujours les images de polarisation absolue des électorats. Il y aura des gens, ça ne me réjouit pas, mais je suis descriptif dans mon analyse. Il y aura des gens qui sont des bourgeois LR traditionnels, historiques, qui pour certains d'ailleurs avaient à un moment voté pour la formation politique d'Éric Zemmour Reconquête, et qui aujourd'hui se reconnaîtront dans cette plateforme, mais sans être pour autant des extrémistes. Ça, il faut qu'on le garde à l'esprit. Alors, dernier point. D'un mot, Alexis. Bon, alors, dernier point. Est-ce que le rassemblement des bonnes volontés démocratiques et républicaines, comme on dit ce matin, contre le Rassemblement national... Allant des communistes au LR, voilà, en gros, allant de Léo Desfontaines à Jean-François Copé. Peut-il prendre forme ? Oui, il peut prendre forme, car je maintiens qu'un grand nombre de Français, je ne dis pas la majorité, mais un grand nombre de Français ont pris conscience de ce que représenterait la bascule vers le bardélisme, avec toutes les inconnues, les aventures politiques qui s'y attachent. Mais je pense pour ce faire, on va en terminer par là parce que le temps nous est compté, je pense pour ce faire qu'il ne faut pas que ce grand rassemblement apparaissent comme la seule initiative du président de la République et du Premier ministre, aussi louable soit-elle. Leur initiative ne peut pas être entendue par des gens qui ont des sensibilités très différentes et qui souvent les rejettent. On a vu notamment Édouard Philippe s'exprimer sur la question et François Hollande de manière moins claire, mais assez évidente malgré tout. Merci beaucoup Alexis Lacroix d'avoir été avec nous. On pourra réécouter cet entretien sur radioj.fr et en vidéo sur YouTube. Bon après-midi et à demain.